Le guide suprême de l'Iran est mort, tué lors d'une frappe massive et coordonnée qui pourrait avoir changé le Moyen-Orient à jamais. Désormais, la question n'est pas de savoir si l'Iran va répondre, mais jusqu'où cette guerre va s'étendre. Bienvenue dans une édition spéciale de l'Initiative de Jérusalem sur JNS TV. Je suis Josh Haston, correspondant JNS News, avec Alex Treyman, PDG de JNS. Alex, Israël est en guerre. L'opération Lion rugissant, ainsi nommée par Israël, aux côtés des États-Unis, fureur épique, des frappes conjointes israélo-américaines visant la direction et d'autres sites clés. Nous allons tout aborder concernant l'Iran. Cela a commencé vers 8h-15 heures locales, samedi matin, pendant le Shabbat. Alex, quelles sont les dernières nouvelles? Comme vous l'avez dit, c'est une opération conjointe. C'est la campagne militaire la plus importante menée à l'intérieur de l'Iran ou dans toute la région pendant cette guerre. On croyait avoir atteint un sommet en juin avec la guerre de 12 jours, mais ce qui se passe maintenant dépasse tout ce qu'on avait vu. Et pendant la guerre de 12 jours, la décision avait été prise de cibler uniquement les installations nucléaires et les sites de missiles balistiques de l'Iran, et de laisser spécifiquement Ali Khamenei, l'ayatollah d'Iran, ainsi que le régime en place. Et ici, vous pouviez voir qu'à partir de 8h15 du matin le samedi, les premières cibles étaient le régime et son infrastructure, et on recevait des confirmations qu'Ali Khamenei avait été visé. Le complexe présidentiel a été ciblé. Une réunion entre lui et ses principaux conseillers aurait été visée, mais sa mort est confirmée. Les Iraniens ont confirmé sa mort. Et donc, ce qui avait été laissé comme dernière cible en juin pendant la guerre de 12 jours est devenu la première cible de cette fureur épique. Depuis le massacre du 7 octobre, Israël a maintenant éliminé les chefs du Hezbollah, les chefs du Hamas, et maintenant le plus grand, je dirais, le plus grand parrain du terrorisme mondial, la tête de la pieuvre, Khamenei. Que va-t-il se passer ensuite? Évidemment, nous venons à peine de commencer la guerre, vraiment. Pour l'Iran, nous avons vu hier des célébrations et des feux d'artifice dans tout le pays. Que va-t-il se passer maintenant que Khamenei n'est plus là? Dieu merci. Eh bien, le fait est que nous ne savons pas. Et nous avons vu que le régime iranien retardait la diffusion de l'information selon laquelle Khamenei était mort. Je pense que s'ils avaient annoncé dès les premiers instants que Khamenei avait été tué, cela aurait pu provoquer une rupture dans la chaîne de commandement, beaucoup de défections. Les Iraniens auraient compris dès la première minute que la guerre était déjà terminée et que cela ne valait pas la peine de continuer à se battre. Mais en retardant l'annonce de sa mort, en fait même en disant « Et vous avez vu le ministre des Affaires étrangères, tard hier soir, dire, pour autant qu'il le sache, que Khamenei était toujours en vie. » Ce que ce laps de temps a permis, cette période, c'est que les Iraniens ont pu continuer à préparer une riposte et à démontrer qu'ils étaient capables de lancer une réponse redoutable contre Israël, contre les États-Unis. Quand je parle d'une réponse redoutable, je ne veux pas dire que les Iraniens ont la moindre chance de vaincre Israël ou les États-Unis, bien sûr, à moins qu'ils ne disposent d'une arme nucléaire, d'une bombe sale, d'armes chimiques, des choses qu'ils n'ont pas utilisées jusqu'à présent. Mais nous devons examiner quelle pourrait être leur stratégie pour s'en sortir vivant. Khamenei ne s'en sortira pas vivant, mais il avait 86 ans. Le reste du régime veut évidemment toujours rester en place. Et donc, ce que je pense que vous allez voir, c'est qu'ils vont continuer à tirer des missiles comme ils l'ont fait, quelques-uns à la fois, n'est-ce pas? Nous n'avons pas vu le type de barrage massif que nous avons vu au début de la guerre de 12 jours, sans parler même des salves précédentes que les Iraniens avaient envoyées en octobre et en avril, où ils en tiraient, vous savez, peut-être une centaine à la fois ou des dizaines à la fois. Nous voyons qu'ils tirent à ce stade, vous savez, plusieurs à la fois, 3, 5 à la fois, parfois un à la fois, et qu'ils espacient les salves, vous savez, de plusieurs heures ou d'une heure ou deux à chaque fois. Et ce qu'ils font probablement, c'est voir combien de temps ils peuvent faire durer la guerre. Pour Israël, vous savez, la question est de savoir combien de temps on peut s'attendre à ce que les Israéliens gardent leur sang-froid en courant à l'intérieur et à l'extérieur des abris plusieurs fois par jour. Je veux dire, moi et probablement vous aussi avons déjà été dans des abris anti-bombes 6, 7, 8 fois au cours des derniers jours et même au milieu de la nuit. Donc, vous savez, s'ils peuvent tenir comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, Israël risque de manquer de carburant, sans parler de manquer aussi de batteries antimissiles balistiques. Et en même temps, les États-Unis ont aussi un délai limité, je crois, pour le président Trump.
Il y a beaucoup de gens aux États-Unis, aussi bien des démocrates que ces républicains isolationnistes qui ne voulaient pas voir les États-Unis entraînés dans une guerre. Et le président Trump essaie de leur faire comprendre que cela peut être une victoire rapide et écrasante. Et il en va de même pour les Américains. Si cela s'éternise jusqu'à la 2e semaine, puis la 3e et la 4e, à un certain moment, il pourrait y avoir une montée de pression intérieure aux États-Unis pour arrêter la campagne. Et si l'Iran parvient d'une manière ou d'une autre à tenir bon et à brandir ce drapeau, de la même façon que le Hamas a essayé de le faire pendant plus de 2 ans, c'est ainsi qu'ils obtiendraient une victoire ici. Donc la question est, peut-il y avoir une fureur écrasante, une fureur épique? Et aussi, est-ce que le peuple iranien peut se soulever et convaincre les membres de la République islamique, les gardiens de la révolution, de se retirer et réellement se ranger du côté du peuple et emmener l'Iran dans une nouvelle direction, loin de ce régime islamique fanatique? J'allais justement entrer dans certains détails. En plus de Khamenei, Israël a également éliminé le chef du commandement du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, ainsi que le ministre de la Défense. Ici, sur le front intérieur, Israël mobilise. On atteint désormais un total de 70 000 réservistes. Et pour partager notre histoire personnelle, oui, j'étais en route aujourd'hui dans ma voiture, une alerte a retenti, j'ai dû m'arrêter sur le bord d'une route très fréquentée et chercher un abri. Et puis, en levant les yeux, on pouvait voir les traînées du système antimissile israélien, une énorme explosion détruisant l'un des missiles balistiques iraniens. Donc oui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas 20, 30, 40 missiles à la fois, mais c'est un toutes les heures ou toutes les 2 heures environ. Je suis assez fatigué, honnêtement. Courir à l'abri antibombe à 2, 6, 7 puis 9 heures du matin, c'est la situation ici. Je crois que la plupart des Israéliens ont mal dormi cette nuit. Et je ne sais pas si nous pouvons compter sur une bonne nuit de sommeil pour au moins les prochains jours. Nous ignorons ce qui va se passer. Certains de ces missiles balistiques sont interceptés dans l'atmosphère par le système Arrow. Israël dispose d'un système de défense antimissile sophistiqué à plusieurs couches. Donc, les Arrow et les Shahad qui sont fabriqués aux États-Unis peuvent intercepter des missiles même dans l'atmosphère. Et évidemment, c'est mieux parce que c'est beaucoup plus loin du sol. Il semble aussi que cela pulvérise les missiles lorsqu'un missile explose dans l'atmosphère pour une raison ou une autre. Je pense qu'on a moins d'éclat. Mais ce que nous avons constaté, c'est que parfois Arrow et THAAD ratent certains de ces missiles balistiques. Israël utilise ensuite ses défenses antimissiles à courte portée, dont la fronde de David, conçue pour les missiles de moyenne portée. Et ce qu'Israël a même découvert qu'il pouvait déployer pendant la guerre de 12 jours, l'opération Lion rugissant, c'est qu'il pouvait même utiliser le dôme de fer pour intercepter les missiles en dernier recours. Le seul problème avec cela, c'est que cette défense antimissile est conçue pour des missiles à courte portée, ce qui signifie des missiles qui ne montent pas jusqu'à l'atmosphère. Et nous y voilà, des signes indiquent que nous pourrions bientôt devoir courir vers l'abri antibombe. Alerte préliminaire, on pourrait devoir courir aux abris à tout moment. Les sirènes peuvent retentir et vous ne pouvez pas les désactiver. N'est-ce pas? Donc c'est une façon de mute it. Right, so this happens and it's also... Ce son n'est pas agréable, n'est-ce pas? Ce n'est pas un message calme suggérant d'aller à l'abri anti-bombe, mais plutôt « Et il n'y a rien que tu puisses faire. Donc, tu sais, quand ces choses retentissent, tu paniques. Tout le monde dans le pays fait une crise de panique collective en même temps, même si on finit par s'y attendre. Maintenant, si le dôme de fer doit intercepter ces missiles balistiques, il les intercepte très près du sol. Même ce matin, je pense que c'était sûrement le missile dont tu parlais en venant travailler. Nous avons entendu une très grosse explosion et nous avons vu le panache d'interception dans le ciel, en gros ce qui semblait être juste au-dessus du mont du Temple, et c'était assez bas par rapport au sol. Donc, tu sais, tu prends vraiment un risque. Tu sais, qu'est-ce qui se passe si ça passe à travers le système Arrow et la fronde de David? Le dôme de fer peut servir de dernier recours. Parfois, on voit de gros éclats d'obus et des blessures graves. Souvent, on évoque des blessures légères, mais elles peuvent être très handicapantes. Tu sais, si un éclat d'obus arrive à la vitesse de la gravité et touche quelqu'un au visage ou sur une partie du corps, tu sais, on ne sait pas vraiment quels dégâts ça peut causer, même si c'est considéré comme une blessure légère par rapport à une blessure modérée ou critique. Et puis, en même temps, si ces missiles balistiques sont des bombes à sous-munitions, cela veut dire qu'elles tombent. Et avant de toucher le sol, elles se dispersent sur un rayon beaucoup plus large avec de petits fragments, chacun transportant une charge explosive.
Même si le dôme de fer intercepte, cela peut arriver alors que les bombes à sous-munitions se séparent déjà. Et donc, il peut quand même y avoir des dégâts importants, même si le dôme de fer parvient à intercepter le missile balistique. Alex, 2 personnes ont été tuées. Les informations de ce matin en ont parlé. L'une des victimes était une femme, travailleuse étrangère en Israël et aide-soignante. Et parce qu'elle s'occupait d'une femme israélienne âgée, elle n'était pas prête à la laisser. Elle est restée avec elle. Et malheureusement, il y a eu un impact direct sur le bâtiment et cette personne a été tuée. Une autre femme a eu des problèmes respiratoires ou un choc. Elle ne pouvait plus respirer et est malheureusement décédée. Mais c'est la réalité, n'est-ce pas? Nous avons vu que cette femme a été tuée lors de la frappe à Tel Aviv. Et si vous avez vu l'une des vidéos de cette frappe directe, vous voyez les dégâts immenses qu'un seul missile balistique peut causer s'il frappe. Et nous avons vu plusieurs frappes. Il y a eu plusieurs frappes de missiles balistiques qui n'ont pas été interceptés et ont touché le sol. Nous avons vu, par exemple, un autre missile balistique qui a frappé un dépôt de bus, je crois, à l'extérieur de Haïfa, et vous pouviez voir une dizaine de bus alignés, tous soufflés. Donc, Chaque missile peut causer d'importants dégâts. Une femme a été tuée et 20 autres personnes blessées lors de cette attaque. Mais comme vous l'avez mentionné, la femme est probablement morte essentiellement d'une crise cardiaque, d'un problème cardiaque ou d'un problème respiratoire. Les services médicaux d'urgence du Magen David Adom, à partir d'hier soir, avaient signalé avoir traité plus de 86 blessés. Et la plupart de ces blessures concernent des personnes qui se dépêchent de quitter leur domicile ou l'endroit où elles se trouvent pour se mettre à l'abri. Vous savez, ils peuvent trébucher dans les escaliers, tomber, recevoir des objets sur eux, subir divers types de blessures, y compris liées au stress. oui, tout à fait, Alex. Ces chiffres seraient bien plus élevés sans, vous savez, heureusement, les systèmes en place et Dieu là-haut. Je veux parler, comme nous l'avons dit au tout début, vous savez, des objectifs de l'opération ou autres. Jusqu'à hier, nous avions parlé du président Trump et des différentes choses qu'il a dites. Au départ, il avait dit au peuple iranien, vous savez, nous allons venir vous aider. Ensuite, il a changé de stratégie et d'objectif. Il a dit, non, nous voulons que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. Israël s'est toujours préoccupé des armes nucléaires, des missiles balistiques et du rôle de l'Iran comme acteur majeur du terrorisme via le soutien au Hezbollah et d'autres groupes. Hier, Trump est revenu sur le sujet et a parlé de la liberté. Regardons cet extrait. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien, un groupe cruel de personnes très dures et terribles. Ces activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés partout dans le monde. Depuis 47 ans, le régime iranien scande « Mort à l'Amérique » et mène une campagne sans fin de bains de sang et de meurtres de masse, visant les États-Unis, nos troupes et les personnes innocentes dans de très nombreux pays. Pour ces raisons, l'armée américaine mène une opération massive en cours afin d'empêcher cette dictature radicale et malfaisante de menacer l'Amérique et nos intérêts fondamentaux en matière de sécurité nationale. Enfin, au grand et fier peuple d'Iran, je dis ce soir que l'heure de votre liberté est arrivée. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile, il est très dangereux de sortir, des bombes vont tomber partout. Quand nous aurons terminé, reprenez le contrôle de votre gouvernement, il sera à vous. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations. Ce cycle a d'abord débuté avec les protestations du peuple iranien. Ensuite, le président Trump a annoncé l'arrivée d'aide, puis il a évoqué les armes nucléaires. Israël a demandé de traiter les missiles balistiques. Maintenant, Trump semble revenir à la liberté du peuple iranien. Eh bien, je pense que le président Trump a vraiment donné une dernière chance honnête aux négociations, même s'il s'y attendait et que beaucoup d'autres s'y attendaient aussi. Et certainement, le premier ministre Netanyahou s'y attendait et a exprimé son scepticisme quant au fait qu'aucun accord ne serait conclu, que tout accord que les Iraniens concluraient ne vaudrait pas le papier sur lequel il est imprimé. Mais je pense que le président des États-Unis a vraiment donné aux Iraniens une dernière chance de dire « D'accord, écoutez, nous comprenons que vous déplacez toutes vos forces militaires ici. Vous êtes susceptibles d'utiliser cette force militaire contre nous, contre ce régime. Et notre seul choix est de dire « D'accord, le jeu est terminé pour le programme nucléaire. Vous pouvez venir et démanteler tout le programme nucléaire.
Vous pouvez contrôler n'importe quel site à tout moment sans préavis et agir librement. Nous cédons sur le nucléaire. Nous allons également arrêter la production des missiles balistiques, sachant qu'Israël et les États-Unis suivent le développement des missiles balistiques, qu'Israël avait des renseignements précis sur le nombre exact de missiles balistiques qu'il produisait et sur l'endroit où il les produisait. Donc, si l'Iran avait abandonné sa capacité nucléaire, sa capacité balistique, s'il s'était engagé à arrêter de financer des groupes terroristes comme le Hezbollah et les Houthis dans la région, et s'ils avaient aussi déclaré qu'ils ne massacreraient plus les manifestants dans les rues, laissez-nous simplement tranquilles, nous allons changer notre comportement. Je pense que peut-être que le président leur aurait donné une porte de sortie, mais heureusement ou malheureusement, ils n'étaient même pas disposés à accepter cette négociation des plus simples. Et donc, le président des États-Unis a décidé que le problème ne se limitait pas seulement aux armes. Le problème vient des personnes qui développent les armes et celles qui contrôlent le bouton. C'est pourquoi, pendant la guerre de 12 jours, ils ont attendu. Peut-être qu'à la fin, Israël pensait pouvoir éliminer Khamenei. Dans cette fureur épique, Khamenei, le régime, était la première cible. Israël ne visait pas seulement Khamenei, mais a aussi annoncé avoir éliminé 40 hauts responsables des gardiens de la Révolution et du commandement de la Défense, comme vous l'avez souligné avec le ministre de la Défense. Vous avez mentionné le commandant en chef des gardiens de la Révolution, mais il y a déjà eu au moins 40 personnes qui ont été éliminées. Et en frappant des cibles du régime, alors que les États-Unis se sont concentrés sur l'élimination des cibles nucléaires et des cibles de missiles balistiques, Je souhaite informer les téléspectateurs, ce n'est pas scénarisé, nous enregistrons à Jérusalem. Vous avez vu que nous avons tous les deux reçu cette alerte initiale sur nos téléphones. Et juste pour que vous le sachiez, personne n'a à s'inquiéter pour notre sécurité. En fait, pendant que nous enregistrons, des missiles sont actuellement lancés par l'Iran et ils tombent en ce moment même au centre d'Israël. Cela semble aussi concerner le nord d'Israël, Tel Aviv, Haïfa et bien d'autres régions. On parle sans doute de 2 à 3 millions de personnes qui courent vers les abris. Rien ne se passe ici à Jérusalem pour l'instant, donc nous restons assis. Je vois qu'il y a eu quelque chose il y a 4 minutes. Il y a aussi des missiles qui pourraient potentiellement tomber dans la région nord de Jérusalem, Givat Ze'ev. même dans la région de Ramallah qui se trouve juste au nord immédiat de Jérusalem. Donc nous sommes ici au sud de Jérusalem. Et c'est à quel point la défense antimissile d'Israël, la défense du front intérieur, est précise. Et les Israéliens dépendent de ces alertes. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'alerte à l'intérieur de l'Iran, à moins que ce ne soit Tsahal qui donne ces alertes. Par exemple, la nuit dernière, nous avons vu que Tsahal ont donné des alertes spécifiques indiquant qu'elles allaient cibler la ville d'Ispahan, où l'Iran possède une installation nucléaire. C'est en fait l'endroit où ils pensent que l'uranium enrichi à 60% serait situé, et ils exhortaient les civils à quitter la zone. Et peut-être que l'une des raisons pour lesquelles ils exhortaient les gens à quitter la zone était le risque potentiel de retomber. Si cette fois ils décident de frapper l'uranium enrichi, la dernière fois Israël avait laissé l'uranium tranquille. Ils ont attaqué les installations connues, celles dont ils savaient au moins que l'uranium enrichi pouvait y être encore enrichi jusqu'à 90% pour atteindre la qualité militaire, mais ils n'ont pas touché à l'uranium. Peut-être qu'ils ont touché à l'uranium, d'où l'appel d'Israël aux civils à se protéger. En Israël, nous avons l'application et le commandement du front intérieur, c'est très ciblé. Nous avons reçu une alerte indiquant que des missiles avaient été tirés, que le commandement du front intérieur attendait de mesurer la trajectoire de ces missiles qui montent dans l'atmosphère pour savoir exactement où ils allaient tomber. Et puis, en quelques minutes, on voit que les alertes spécifiques pour aller dans un abri antibombe sont limitées uniquement aux zones précises où les FDI et la défense antimissile pensent que le missile pourrait tomber ou dans la zone plus large où ils pensent que des éclats pourraient potentiellement tomber après qu'un missile ait été intercepté. Oui, wow, cette technologie me dépasse. C'est incroyable. Nous recevons encore des alertes ici. Nous essayons juste de comprendre comment utiliser nos téléphones. Oui, absolument. Et des missiles tombent dans tous ces endroits. Et jusqu'à présent, nous allons bien, mais c'est une technologie incroyable. Je veux parler du Premier ministre Netanyahou. Il est passé à la télévision samedi soir pour s'adresser à la nation. Et il ne s'est pas adressé uniquement aux Israéliens. Il a tendu la main, comme il l'a fait de nombreuses fois au cours des dernières années, au peuple iranien en disant que c'était une opportunité pour eux. Ne manquez pas cette opportunité, a-t-il déclaré en hébreu, une chance unique dans une génération, votre moment viendra. Regardons la vidéo.
אל תחמיצו את ההזדמנות. C'est une opportunité unique dans une génération, ne restez pas les bras croisés. Votre moment viendra lorsque l'on vous demandera de descendre dans la rue en foule, de sortir dans les rues, d'aller dans les rues pour accueillir la police. Cela vous sauvera la vie. Cette aide est arrivée, l'aide est arrivée. Voilà donc le premier ministre de l'État d'Israël qui encourage le peuple iranien à se soulever. Il a clairement indiqué tout au long de cette période qu'il ne s'agissait pas d'un combat contre le peuple iranien. Nous l'avons vu lors des feux d'artifice et des célébrations, ce sont eux les plus réprimés sous le régime iranien. Selon les rapports, d'après le président Trump, 32 000 Iraniens auraient été tués au cours des derniers mois. Donc Netanyahou, encore une fois, adresse directement son message au peuple, disant que le moment est venu, que nous avons ouvert la voie pour que vous vous souleviez contre votre régime diabolique. Oui, je pense que c'est exact. Avant cela, je vais montrer ceci à l'écran. Voici tous les endroits ciblés. D'une manière ou d'une autre, il y a cette petite zone juste ici au milieu qui n'est pas ciblée. Et en fait, nous sommes juste à la limite nord, ou non, nous sommes quelque part ici. Je ne sais pas. Nous sommes ici à Jérusalem. Vous voyez, Jérusalem n'est pas dans la zone ciblée. Oui, en ce moment. Ça pourrait changer dans 10 minutes. 5 minutes, dans 1 heure. Donc, on verra s'ils peuvent afficher cette capture d'écran à l'écran. Mais vous savez, quand on parle de ce régime, les manifestants sont déjà dans la rue contre ce régime depuis environ 6 semaines. C'est ça. Et nous avons vu que le régime a ciblé des dizaines de milliers de personnes. Certaines estimations parlent même de plus de 100 000 manifestants dans les rues. Maintenant, ces manifestants ne sont pas armés. Le peuple iranien n'a aucune défense contre l'armée. La structure militaire en Iran n'est pas conçue pour combattre des cibles extérieures. C'est pour cela que l'Iran utilise ces groupes terroristes par procuration. C'est pour cela qu'ils ont le Hezbollah, les Houthis et le Hamas. Leurs gardiens de la révolution sont assiégés. Ce sont des troupes de choc destinées à contrôler la population. Elles sont lourdement armées. Le peuple iranien, lui, n'est pas armé. Le peuple iranien. Des millions d'entre eux sont descendus dans les rues ces dernières semaines et le régime les a réprimés violemment, essayant de faire rentrer les manifestants chez eux. Maintenant, pourquoi les gens protestent-ils? Eh bien, ils protestent parce que ce régime a pris un pays riche en ressources, n'est-ce pas? Israël est un pays relativement pauvre en ressources. L'Iran est un pays qui possède d'immenses ressources en pétrole et en gaz naturel, d'accord? Et selon toute logique, il devrait y avoir suffisamment d'argent provenant de la vente du pétrole et du gaz pour subvenir assez bien, relativement parlant, aux besoins du peuple iranien. Au lieu de financer des infrastructures et soutenir leur population, ils emploient cet argent pour soutenir des organisations terroristes étrangères comme le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et même le Hezbollah en Amérique centrale et du Sud. Ils utilisent cet argent pour développer un programme nucléaire. D'accord. Quelles ont été les conséquences? Le rial, la monnaie en Iran, se négocie entre 1,2 et 1,5 million de rials pour un seul dollar. D'accord. Donc, le peuple iranien, son argent ne vaut rien. Ils ne peuvent rien acheter à l'extérieur du pays. Ils ne peuvent pas voyager à l'étranger parce que leur passeport est en grande partie sans valeur. Les gens hésitent beaucoup à accueillir des Iraniens qui veulent voyager. Et on voit aussi des coupures d'électricité récurrentes. Maintenant, comment cela peut-il arriver? Un pays riche en pétrole et gaz subit des coupures d'électricité fréquentes. En plus, il y a des pénuries d'eau potable, notamment à Téhéran, donc manque d'eau, d'électricité et une monnaie sans valeur. Donc, ce régime islamique répressif et fanatique n'a apporté que des difficultés et des échecs au peuple iranien. Et le peuple iranien, il était sur une trajectoire différente sous le règne du Shah avant la révolution islamique de 1979. Donc maintenant, ces mêmes personnes qui ont chassé le Shah en 1978 et 1979 en se levant et en descendant dans les rues font la même chose. Maintenant, bien sûr, la République islamique se souvient de ce qui s'est passé en 1978 et 1979, c'est pourquoi ils ont des troupes pour écraser les manifestants dans les rues et les forcer à rentrer chez eux. Le président Trump avait annoncé il y a des semaines l'arrivée d'une aide et les gens s'attendaient à ce que le président Trump envoie l'armée et lance des frappes. Dès qu'il l'a dit, l'aide arrive. Trump a dit que nous sommes prêts et armés. Bien sûr, comme nous l'avons vu, il a fallu de nombreuses semaines pour que cette immense armada se mette complètement en position. Nous avons vu que le Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde et le plus grand de la flotte américaine, n'est arrivé sur les côtes israéliennes que vendredi. Donc,
littéralement juste quelques heures avant l'attaque. Vous voyez donc que le président voulait s'assurer que toutes les pièces du puzzle étaient en place pour une attaque militaire réussie. De plus, il est rapporté, et nous en saurons plus sur ce qui s'est réellement passé, mais il a été rapporté qu'Israël et les États-Unis attendaient spécifiquement qu'une réunion ait lieu entre Khamenei et ses principaux conseillers, afin qu'ils puissent frapper à ce moment-là pour éliminer toute une classe de la direction de l'Iran, pas seulement Khamenei lui-même. Donc, beaucoup de considérations différentes, mais le président des États-Unis déclare maintenant que l'aide est en route. Le premier ministre Netanyahou affirme que c'est l'aide que vous attendiez. Et maintenant, le président des États-Unis dit « Nous sommes venus ». Au moins, le président a dit « J'ai fait ce qu'aucun président n'a été prêt à faire depuis 47 ans pour réellement apporter l'aide ». Mais il exhorte le peuple iranien à faire le reste en disant qu'ils auront leur moment dans les jours à venir, en espérant reprendre le pouvoir, reprendre le pays à ce régime répressif et fanatique. Dans le même esprit, un rapport du Wall Street Journal révèle que des hackers israéliens ont piraté une application de prière populaire. Rappelez-vous, c'était le Ramadan en Iran hier et ils ont eu accès au téléphone de millions d'Iraniens. Profitant de cette faille, Israël a envoyé des messages aux militaires et aux gardiens de la révolution, les incitant à faire défection et à se révolter contre le régime. Encore un autre domaine, vous dites que nous n'avons pas beaucoup de ressources. Nous avons clairement la technologie, comme nous venons de le démontrer avec les téléphones. Nos hackers envoient maintenant des messages au peuple iranien disant que c'est le moment incroyable. Oui, ce n'est pas seulement une guerre cinétique ni une simple bataille physique entre forces aériennes et missiles balistiques. C'est aussi une guerre qui se déroule dans la sphère cybernétique. Certainement, vous pouvez être sûr que les Iraniens essaient de lancer des attaques, d'utiliser des cyberattaques contre l'État d'Israël. Et Israël dispose d'une direction du cyber pour prévenir les cyberattaques contre le pays. Et nous avons entendu certains rapports selon lesquels il pourrait y avoir eu des cyberattaques. Je crois que j'entends des sirènes dehors. Oui. Mais nous sommes insonorisés. Oui, nous voyons maintenant que l'alerte rouge est au centre et à l'est de Jérusalem. Je ne sais pas si notre zone en particulier, s'il est indiqué Jérusalem-Sud. Je suis presque sûr de l'entendre en arrière-plan, mais nous sommes dans un studio insonorisé. D'accord. Alors espérons simplement que ce bâtiment qui est fait de papier mâché dans cette zone industrielle tiendra le coup. N'essayez surtout pas ça. Je ne le recommanderais pas, mais j'ignore si c'est dans cette zone, bien que je l'entende à distance. Vous savez, l'Iran riposte aussi contre Israël. Nous avons mentionné les frappes de missiles contre Israël, mais ils ciblent également les bases américaines. D'après ce que je comprends, l'Iran a frappé le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine et des installations à Bahreïn. J'ai aussi vu des frappes aux Émirats arabes unis et même au Qatar, si je ne me trompe pas, visant la base américaine là-bas. Est-ce qu'on connaît l'ampleur des dégâts? Pour l'instant, je ne vois aucun blessé, mais tu en sais peut-être plus sur l'ampleur. Mais je voudrais aussi parler de l'importance du fait qu'ici, l'Iran cible le Qatar, cible les Émirats arabes unis, cible ces autres pays arabes à proximité. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Oui, en dehors de toutes les attaques contre Israël, et je pense certainement que la plupart des missiles balistiques ont été tirés en direction d'Israël. Mais d'après ce que je comprends, environ la moitié des missiles que l'Iran a tirés ont visé d'autres pays de la région. Vous avez dit qu'ils ont frappé le QG de la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn, donc il y a eu plusieurs attaques là-bas. Il y a eu plusieurs attaques aux Émirats arabes unis, une explosion dehors en ce moment. Nous venons juste d'entendre. Le dôme de fer a intercepté un missile. C'était peut-être le dôme de fer ou un impact direct ailleurs. Nous l'ignorons vraiment. Nous sommes dans un studio insonorisé. Si vous entendez des explosions ici, c'est que le bruit est très fort. Je me suis senti secoué. Nous ignorons s'il y en aura d'autres. Plusieurs attaques ont eu lieu à Abu Dhabi et Dubaï, à l'intérieur des Émirats. On pense que la Burj Al Khalifa, je crois l'un des plus hauts bâtiments du Moyen-Orient, a été visé. L'hôtel Fairmont a été touché. Nous avons vu que l'aéroport dans des pays comme le Qatar a été touché. Et je pense que les aéroports et les Émirats ont peut-être aussi été visés. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu des frappes aux Émirats, à Bahreïn, au Qatar. Un missile est tombé près d'une base américaine en Irak. Un autre missile est tombé en Jordanie. Cela pourrait avoir été un tir raté, quelque chose qui était peut-être destiné à atteindre Israël, mais qui est tombé avant. Et je crois qu'il y a aussi eu des missiles lancés sur le Koweït. Donc, vous voyez que c'est la stratégie.
Et je pense qu'en ce qui concerne le président des États-Unis, d'accord, s'ils vont attaquer tous nos voisins et surtout s'ils vont attaquer des installations américaines, je pense que cela ne fera qu'encourager le président des États-Unis à voir la fureur épique du premier jour se multiplier et s'intensifier au deuxième et au troisième jour et par la suite. Et à ce stade, je ne vois vraiment aucune issue possible pour que ce régime redescende de ses grands chevaux. Je suis presque certain que le président des États-Unis ira jusqu'au bout. Et comme nous l'avons mentionné plus tôt, il y a ici des considérations intérieures. Le président ne veut pas que cela s'éternise. Ce serait une victoire pour l'Iran. Donc, encore une fois, en voyant comment l'Iran frappe partout à travers tout le Moyen-Orient, je pense que cela montre aussi aux Américains à quel point l'Iran a été une force de déstabilisation majeure et que le président, en travaillant avec leur allié très puissant, bien que petit, Israël, va agir aussi vite que possible pour neutraliser complètement les capacités de la République islamique. Alex, une autre chose qu'il est important de noter, c'est que jusqu'à présent, le Hezbollah ne s'est pas impliqué. Nous n'avons pas non plus vu de missiles tirés par les Houthis au Yémen. Jusqu'à présent, ces deux organisations terroristes pro-iraniennes et soutenues par le régime iranien restent encore en retrait. Oui, je pense que c'est une victoire militaire importante pour Israël, même si c'est la situation actuelle. Nous ignorons ce qui va suivre, mais vous vous souvenez que j'ai mentionné que les groupes terroristes mandataires étaient les forces militaires de première ligne de l'Iran. C'était une stratégie de déstabilisation de la région par le biais de groupes terroristes mandataires. Le Hezbollah et le Hamas en particulier étaient destinés à déstabiliser Israël. Les Houthis étaient principalement financés pour déstabiliser l'Arabie saoudite. Mais nous avons vu pendant cette guerre prolongée de 2 ans et demi que les Houthis ont tiré des centaines de missiles balistiques sur Israël. Et même s'ils n'ont pas causé trop de dégâts, je veux dire, j'étais à l'aéroport quand un missile Houthi yéménite a frappé l'aéroport. Mais ils causent aussi beaucoup de dégâts psychologiques. Et chaque fois qu'Israël doit lancer des barrages antimissiles antiterroristes, c'est extrêmement coûteux. Donc, cela cause des dégâts financiers et psychologiques. Jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, le Hezbollah, les Houthis et le Hamas ne se sont pas impliqués. Et cela signifie qu'Israël a tellement affaibli le Hezbollah que le calcul du Hezbollah est qu'il ne peut pas influencer l'issue globale de cette guerre, en s'impliquant ce qu'ils auraient pu faire s'ils s'étaient engagés le 7 octobre lorsque le Hamas a attaqué. Et c'était le plan. Le plan prévoyait une attaque simultanée du Hezbollah, du Hamas, des Houthis et de l'Iran qui aurait pu causer d'énormes dégâts à l'arrière. L'un des grands miracles de la guerre a été le fait que le Hezbollah, les Houthis et l'Iran ont pris la décision dès les premières heures de ne pas intervenir. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'Israël a en fait mobilisé environ 100 000 soldats et les a envoyés au nord, pas seulement au sud, à Gaza, pour empêcher cette invasion. Ici, nous voyons qu'Israël a mobilisé 70 000 soldats dès le premier jour de la guerre. Où vont ces troupes? L'immense majorité d'entre elles vont au nord pour empêcher et dissuader le Hezbollah d'entrer en guerre. Maintenant, le Hezbollah était censé être le moyen de dissuasion qui allait empêcher Israël de frapper l'Iran et ses installations nucléaires. Et ici, Israël a dissuadé le Hezbollah, le proxy avancé de l'Iran, juste à la frontière nord d'Israël, de s'impliquer. Donc, victoire militaire significative, mais nous devons observer et apprendre. Pendant ce temps, vous savez, tôt hier, Qassem Naïm, qui est la personne qui a succédé à Hassan Nasrallah, un dirigeant beaucoup plus faible qu'Israël. Vous savez, hier, il était plutôt ambigu dans ses commentaires sur la question de savoir si le Hezbollah s'impliquerait, notant qu'Israël et les États-Unis recevraient une punition significative, mais sans dire de qui. Et plus tôt aujourd'hui, il a fait une autre déclaration affirmant que le Hezbollah ne resterait pas en dehors de l'agression. Mais en attendant, nous n'avons pas vu ce que cela signifie, vous savez, si c'est une véritable menace ou s'il ne fait que des déclarations. Je pense que ce que Naïm sait et ce que le Hezbollah comprend, c'est qu'Israël est prêt pour le scénario où le Hezbollah s'impliquerait. Et c'est pourquoi nous avons également vu dans les heures et les jours précédant cette mission qu'Israël était très actif à l'intérieur du Liban, attaquant spécifiquement des dépôts et des lanceurs de missiles. Et ils savent que s'ils s'impliquent, ils vont courir à leur perte et qu'Israël ne va pas se retenir. C'est ce que vous voyez maintenant. Une grande différence entre maintenant et les premières étapes de la guerre. C'est la dernière bataille. Il n'y a plus de retenue.
Israël et les États-Unis vont aller jusqu'au bout pour éliminer l'Iran, ses dirigeants, sa capacité nucléaire, ses missiles balistiques, toute l'infrastructure du régime. Et ils feraient la même chose au Liban si le Hezbollah s'en mêle, et ils pourraient le faire au Liban de toute façon. D'accord. Oui, nous devrons voir ce qui va se passer. Alex, tu sais, cela aurait probablement été l'une des principales actualités cette semaine, ou même la principale, s'il n'y avait pas eu la guerre. La session spéciale de la Knesset et la visite du dirigeant de l'Inde, Narendra Modi. Le premier ministre indien s'est adressé à la Knesset ce mercredi dernier. Le premier ministre Netanyahou a décrit le dirigeant en visite comme plus qu'un ami, un frère. Quelle est l'importance de cette visite, d'autant qu'elle a eu lieu la veille des événements? D'accord. Il y a donc deux éléments ici. Le premier est l'importance globale de la visite en elle-même sans tenir compte de cette guerre. Mais parlons d'abord du moment où la guerre a éclaté et de la visite de Modi, vous savez, pratiquement à la veille des hostilités. Modi était ici mercredi et jeudi, d'accord? Et effectivement, samedi matin, cette guerre a été lancée. Et vous pouvez être certain que Modi savait que cette guerre allait commencer. Il ne connaissait peut-être pas l'heure exacte, mais il savait qu'elle arrivait. Et en fait, nous, en Israël, savions que la guerre ne commencerait pas pendant qu'il était là. Il savait aussi que la guerre ne commencerait pas pendant qu'il était là. Mais il est venu spécifiquement à la veille de cette guerre. Et je pense que c'est tellement, tellement important de montrer au monde entier que le dirigeant de la plus grande population du monde, et on parle de 20% de la population mondiale, 1,4 milliard d'Indiens, qu'il soutient Israël et les États-Unis dans leur guerre contre l'Iran. Et le premier ministre Modi a fait plusieurs commentaires dans ses discours, à la fois en anglais et en hindi, à la Knesset, qui était un discours historique, le premier d'un premier ministre indien à la Knesset, ainsi que ses déclarations jeudi, qui étaient en hindi, après la signature d'environ 17 accords bilatéraux que nous aborderons dans un instant. Dans les deux langues, il a parlé de la façon dont l'Inde lutte également contre le terrorisme et que l'Inde applique une politique de tolérance zéro envers le terrorisme sans deux poids, deux mesures. Et il a déclaré que l'Inde soutient Israël. Donc, je pense que c'est un signal tellement important pour le monde entier. D'ailleurs, les Occidentaux ne comprennent pas forcément à quel point l'Inde est un grand pays en termes de population, ni à quel point l'Inde est importante sur la scène mondiale. Mais Modi a mentionné, lorsqu'il a parlé à la Knesset, que l'Inde est l'économie à la croissance la plus rapide au monde et qu'elle deviendra bientôt la troisième plus grande économie mondiale. Donc, cela signifie qu'après les États-Unis et la Chine, la prochaine plus grande économie du monde sera l'Inde. Et donc, quand on regarde toute la pression internationale contre Israël, tout le mouvement BDS, le mouvement de boycott, on parle d'embargo sur les armes, n'est-ce pas? Les Européens disent qu'ils ne feront peut-être pas affaire avec Israël. Israël regarde juste ici, vous savez, vers l'Est, d'accord, vers la droite, en gros, et se dit, d'accord, vous voulez nous retirer votre marché? Eh bien, il y a un marché en plein essor juste ici avec 1,4 milliard de personnes qui n'ont aucune histoire d'antisémitisme, qui n'ont jamais eu d'histoire d'antisémitisme. Modi en a parlé. Ils comprennent à quoi ressemble le terrorisme fondamentaliste islamique. Ils luttent contre ce terrorisme et ils soutiennent Israël dans sa guerre contre le terrorisme et sont venus faire cette déclaration à la veille de la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Donc, c'est très, très puissant. Et ça, c'est juste au niveau du symbolisme. Oui, nous avons des amis, Alex. On parle souvent de ceux qui n'aiment pas l'État d'Israël et le peuple juif, mais nous avons aussi des amis. Cette visite est vraiment historique. Et je pense qu'il est important de parler du potentiel économique ici. D'accord. Vous savez, pour Israël, Israël est un pays qui manque de capacité de production industrielle. L'Inde est un pays avec 1,4 milliard d'habitants. Israël peut installer des usines de fabrication n'importe où en Inde, vous savez, et trouver une main-d'œuvre très disposée et abordable. Nous avons constaté que l'Inde a envoyé encore plus de personnes depuis le 7 octobre, mais même avant cela. Beaucoup des aides-soignants pour personnes âgées viennent d'Inde. Et depuis le 7 octobre, ce que nous avons vu, c'est l'importation de dizaines de milliers de travailleurs indiens dans le secteur de la construction. Cela a en fait remplacé beaucoup de main-d'œuvre arabe dans le pays. Et d'après tous les témoignages, et j'ai parlé à de nombreux promoteurs, ils disent que les Indiens sont des travailleurs bien plus acharnés que les Arabes, qui ont tendance, vous savez, à passer beaucoup de temps à boire du café sur le chantier, à fumer des cigarettes et à ne pas fournir un travail de grande qualité.
qualité. Les Indiens viennent pour travailler et font leur travail. Et donc, une partie des accords bilatéraux qui ont été signés comprenaient une exemption de visa pour 50 000 travailleurs supplémentaires venant d'Inde pour venir en Israël. Mais pour l'Inde elle-même, c'est une économie en développement et ils ont des ingénieurs. Il y a de la matière grise en Inde. Mais ce qu'il n'y a pas forcément, c'est cet incubateur technologique. Et ils considèrent Israël comme un incubateur technologique et ils regardent certains des problèmes qu'ils ont dans leur pays. Un gros problème en Inde, c'est l'eau. D'accord. Nous avons mentionné que l'Inde représente 20% de la population mondiale. Ils n'ont que 4 à 5% des ressources en eau du monde. Donc, ce n'est pas partout, mais certaines régions de l'Inde connaissent de graves pénuries d'eau. Eh bien, devinez quoi? Israël est un pionnier, un leader mondial dans la technologie de l'eau. Nous parlons de la technologie de dessalement qui consiste à transformer l'eau salée en eau douce. Nous parlons de l'irrigation goutte à goutte, ce qui signifie que vous pouvez utiliser beaucoup moins d'eau pour irriguer, car au lieu d'irriguer des champs entiers, vous irriguez des plantes spécifiques. Au lieu de trop arroser les champs et les plantes, vous donnez à chaque plante une quantité d'eau ciblée et spécifique, la quantité précise de gouttes d'eau dont cette plante a besoin pour pousser. Cela permet d'économiser beaucoup d'eau. Vous avez donc le dessalement, la conservation et le recyclage. Israël est un leader mondial dans le recyclage des eaux usées. La plupart de l'eau utilisée pour l'agriculture en Israël est de l'eau recyclée, de l'eau traitée. Et c'est une autre technologie qu'Israël peut apporter à l'Inde. Il existe de nombreuses autres technologies agricoles qui rendent l'approvisionnement alimentaire beaucoup moins problématique pour nourrir 1,4 milliard de personnes. Et puis, toutes sortes d'autres technologies en matière de défense. Vous savez, on ne peut pas être une grande puissance mondiale sans avoir une armée importante. Donc, vous voyez aussi une coopération dans le domaine de la défense. Vous voyez une coopération dans le domaine de l'éducation. Encore une fois, 17 accords bilatéraux. Il y a eu toute une cérémonie jeudi à l'hôtel King David. Accord après accord après accord après accord signé entre ces deux pays. Et vous ne voyez rien de tel avec aucun autre pays au monde venant signer autant d'accords. Et les deux pays déclarent également qu'ils vont travailler en vue d'un accord de libre-échange, ce qui, à mon avis, pourrait avoir un très grand impact sur Israël en termes de consommation intérieure. Israël est un pays cher qui importe des marchandises du monde entier. Si nous pouvons importer des marchandises d'Inde, même des produits que nous fabriquons sous contrat, s'ils peuvent revenir en Israël sans taxe douanière, je veux dire, le potentiel est incroyable. Il ne l'a pas dit cette fois, mais j'ai beaucoup aimé ce que le premier ministre a déclaré lors de la visite de Modi en Israël en 2017. Il a dit que, vous savez, ensemble, nos deux nations représentent environ 20% de la population mondiale, n'est-ce pas? C'est une remarque ironique, car les 10 millions d'Israéliens ne représenteraient même pas la marge d'erreur dans le recensement indien, qui compte 1,4 milliard d'habitants. Mais je pense que ce que ce commentaire voulait dire, c'est que l'économie israélienne, ce qu'elle apporte et ce que l'Inde et son économie apportent sont totalement complémentaires. Et la puissance de ces deux superpuissances émergentes qui travaillent ensemble n'est pas simplement 1 + 1 = 2, c'est exponentiel. Et donc, alors qu'Israël cherche des amis partout dans le monde, il a potentiellement trouvé le meilleur ami qu'il puisse avoir. J'ai assisté à un briefing confidentiel avec le ministre des Affaires étrangères d'Israël et certaines choses resteront secrètes. Mais l'une des choses qu'il a dites, et je pense qu'il est acceptable de la mentionner ici, c'est qu'Israël reconnaît que, pour l'avenir, en dehors des États-Unis et du président Trump, les alliés les plus importants d'Israël seront l'Allemagne, le Japon et l'Inde. Vous voyez ainsi émerger cette relation, ce qui est très puissant pour Israël. Et je pense qu'à mesure que cette relation continue de se développer, le monde entier va le remarquer. Et c'est pourquoi je voulais en faire le sujet principal, mais nous avons beaucoup d'autres choses en cours en ce moment. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un impact direct à Beit Shemesh, près de Jérusalem. C'est sûrement ce que nous avons entendu, et il est possible que ce ne soit pas si loin. Trop loin, cette explosion ici avec des blessés. Donc, nous allons devoir surveiller cela, bien sûr. Rendez-vous sur jns.org pour toutes les dernières informations sur la guerre et tout ce qui se passe. Oui, je dirais que notre couverture a été exceptionnelle. L'équipe travaille sans relâche, vous savez, même en venant tôt le matin du Shabbat pour assurer la couverture.
C'est dirigé par notre rédacteur en chef ici en Israël, Charles Bibelezer, qui est une légende en matière de couverture médiatique. Mais nous avons une équipe incroyable qui travaille jour et nuit, vous fournissant non seulement les faits, mais aussi l'analyse pour comprendre ce qui se passe, ce qui est tellement important. Beaucoup de gens aux États-Unis et en Occident, notamment des démocrates hostiles à Israël, semblent vouloir soutenir quoi exactement? Vous avez cette sorte d'alliance rouge-verte où des progressistes semblent vouloir soutenir des extrémistes islamiques comme le Hamas et ceux de Gaza et d'Iran. Vous savez, plutôt que des individus libres, épris de paix et de démocratie. Et puis, il y a aussi les isolationnistes aux États-Unis qui ne veulent tout simplement pas que les États-Unis soient impliqués dans un quelconque conflit militaire. Donc, il y a cette pression des deux côtés pour forcer le président et tous les autres à justifier ou à remettre en question la justification de cette guerre contre l'Iran. Et vous avez JNS qui offre une analyse factuelle de qualité en temps réel. Je pense que c'est essentiel. Je suis entièrement d'accord avec toi, Alex. Et juste une dernière chose avant de partir, je veux simplement te souhaiter, à toi et à ta famille, un Purim Sameach, tu sais, cette fête où nous célébrons le fait qu'il y avait un souverain perse qui a essayé d'anéantir les Juifs, de commettre un génocide contre les Juifs. Des milliers d'années plus tard, la situation est très similaire. Et un souverain perse, essayant d'anéantir les Juifs et le monde occidental, rencontre son créateur juste 2 jours avant la fête, exactement le même Shabbat où nous lisons l'histoire des persécutions contre le peuple juif et la forme des Amalécites à travers les générations. Incroyable. On ne pourrait pas inventer ça. On pourrait l'inventer. C'était il y a 2500 ans et non seulement c'était un souverain perse qui avait créé un empire de Hodu à Kush, c'est-à-dire de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Ici, vous avez un régime iranien qui avait des agents terroristes partout au Moyen-Orient, vous savez, partout. Du Yémen qui est juste à la pointe, presque en contact avec l'Éthiopie, jusqu'aux provinces proches de l'Inde. Et que le chef de ce régime, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Khamenei. D'accord. C'est presque exactement le même nom que le dirigeant perse qui voulait anéantir le peuple juif dans cette histoire 2500 ans plus tôt. Donc, vous avez un Haman ici en Khamenei qui vient d'être éliminé maintenant, comme vous l'avez dit, pendant le Shabbat où nous lisons à propos d'Amalek. Et Haman était un descendant d'Agag, le roi dans le livre de Samuel, qui était un Amalécite attaquant Israël. Donc, vous voyez ici toute l'incroyable signification religieuse. Vous avez une guerre qui a commencé il y a 2 ans et demi, pendant Simchat Torah, le jour joyeux où nous célébrons notre Torah. Et maintenant, nous espérons que cette guerre se termine justement pendant la fête de Purim, ce qui serait un cercle complet et une occasion très, très joyeuse. Purim est un jour de célébration très joyeux, célébré aussi bien par les Juifs religieux que laïcs. Un jour vraiment, vraiment joyeux. Et j'espère que dans quelques jours, nous serons tous les deux dans le prochain épisode de Jérusalem Minute. Et si ce n'est pas le prochain, j'espère que ce sera dans les 2 ou 3 suivants, tu sais, en célébrant une victoire énorme dans cette guerre contre l'Iran. Et espérons que cette bataille soit en fait la dernière et qu'elle inaugure au moins une génération de paix ici au Moyen-Orient, sans les sponsors du terrorisme et sans leurs proxys terroristes. Amen à cela. Et Purim Sameach à tous nos téléspectateurs qui célèbrent. Ceci était une édition très spéciale de Jérusalem Minute, ici sur JNS TV. Josh Haston, aux côtés d'Alex Treman, PDG de JNS. Je tiens simplement à saluer les personnes en coulisses qui sont venues pendant une guerre afin de filmer le Jérusalem Minute de cette semaine. Ils sont restés dans le studio pendant les sirènes pour continuer. Je ne recommande pas cela. Je ne peux pas approuver cela. Mais ils sont vraiment, je veux dire, est-ce que c'est un Bureau? pare-balles ici? On devrait le prendre la prochaine fois. Je doute que mes parents apprécient ça. Mais Aaron Wagalanterne, Yuri Svetsky, ainsi que nos producteurs, Zach Sickerman, Esther, Ed et Ryan Lischitz. Ouais. Et dans des moments comme celui-ci, si vous soutenez le travail que nous faisons et voyez la progression, je veux dire, si vous regardez simplement la chaîne YouTube, d'ailleurs, le 6 octobre 2023, nous avions 10 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons quelque chose comme 325 000, peut-être 330 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est une progression en 2 ans et demi. Vous savez, quand cette guerre a commencé, nous n'avions même pas le studio, mais nous avons compris qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Nous avons construit ce studio. Donc, si vous aimez ces vidéos, nous en avons actuellement 14 par semaine, plus d'autres qui sortent. Nous produisons donc beaucoup de vidéos ici. En plus de toutes les vidéos réalisées par l'excellente équipe de Yuri Skersky et celles que vous avez citées,
Nous avons aussi les bureaux qui rapportent l'actualité sous forme d'articles écrits. Ici en Israël, ainsi que le bureau aux États-Unis, c'est une opération importante. Nous essayons de la développer et d'en faire une force redoutable pour contrebalancer les fausses informations diffusées par les médias, que ce soit dirigé par Al Jazeera au Qatar ou le New York Times ou la BBC ou CNN, ainsi que l'AP et Reuters en particulier, qui ont ce terrible parti pris médiatique anti-israélien. Ou s'il s'agit d'autres médias juifs qui tout simplement ne font pas leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne contrebalancent pas ces autres mauvais médias. JNS fait ce travail. Si vous aimez ce que nous faisons, si vous soutenez ce que nous faisons, allez sur jns.org, cliquez sur le bouton de don en haut, faites un don. Et vous savez, les dons de 18 $ et de 100 $ sont appréciés. Nous en recevons beaucoup et nous les apprécions vraiment. Encore une fois, c'est une opération coûteuse. 500 ou 1000 $ nous aident beaucoup à poursuivre notre travail. Et vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton Super Merci et faire un don via YouTube également. Ça me va. Et à tous ceux qui nous écoutent, soyez prudents. Je dois aussi ajouter un mot pour les hommes et les femmes courageux de l'armée de défense d'Israël qui nous protègent et nous défendent 24 heures sur 24 par terre, par air et par mer. Alors Purim Saméa à ceux qui célèbrent. Si Dieu le veut, retrouvons-nous la semaine prochaine à Jérusalem Initiative sur JNS TV. Excellente semaine à tous.